Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu spéciale. Je me suis rendu près de Toulouse, à Ramonville pour être exact, pour rencontrer Jean-Claude qui est le fondateur de l'entreprise Sofrinov, une entreprise qui fabrique des abris et des structures à partir de palettes. Donc lorsque j'ai entendu parler de l'existence de cette entreprise, je n'avais qu'une seule envie, c'était de me rendre sur place pour voir d'un petit peu plus près le fonctionnement. Tu vas pouvoir nous en parler par la suite, mais j'aimerais te poser avant ça quelques questions générales. En tout cas, je te remercie vivement, Jean-Claude, d'avoir accepté cette demande d'interview. Oh, c'est moi qui te remercie, Dimitri. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être venu jusqu'ici. Avec grand plaisir. Donc pour commencer, Jean-Claude, est-ce que tu peux nous présenter brièvement l'activité de ton entreprise? Qu'est-ce que Sofrinov? Quand est-ce que tu as créé la boîte? Voilà, quelle est votre activité en règle générale? Alors, l'entreprise elle a été créée en décembre 2014, elle a commencé son activité en 2015. Et sa volonté, en fait, c'était de se positionner très clairement sur les green clean tech, donc l'aspect écologique, l'aspect recyclage et puis un petit peu de technologie. Donc pour ce faire, on a imaginé certains dispositifs et le premier en fait, que nous lançons s'appelle Silcat, qui est un dispositif qui permet de faire de l'assemblage de palettes pour constituer des ossatures de murs en bois. Super, merci beaucoup Jean-Claude pour cette brève présentation. Avant de rentrer dans les termes un petit peu plus techniques, et on ira voir par la suite un modèle d'exposition, vous verrez c'est très intéressant, j'aimerais que tu m'expliques, tu me parles brièvement de ton parcours, quelle est ta formation d'origine, ton métier d'origine. Tu ne me connais pas encore mais tu verras, je suis quelqu'un d'assez curieux donc je risque de t'embêter avec mes questions. D'accord. Bien, pour répondre à ta question, j'ai un parcours qui a commencé par l'armée. Donc j'ai commencé effectivement au travers du service du matériel où je m'occupais d'approvisionnement. Ensuite, je suis rentré dans une entreprise qui faisait du marketing, et du marketing, je suis arrivé à l'électronique. Électronique qui a effectivement bien accompagné toute ma carrière, électronique côté développement, côté service, et toujours plutôt orienté autour du domaine du militaire. J'ai eu l'opportunité de créer quelques entreprises au cours de mon parcours et donc celle il y a 3 ans de pouvoir me lancer sur le développement de cette partie autour du bois qui est quelque chose qui a toujours été cher à mon cœur. Donc on peut voir que tu as un parcours qui est vraiment complet et qui est plutôt atypique puisque tu viens pas véritablement du domaine du bâtiment, tu n'as pas été plongé dans le bâtiment à la naissance. Et du coup, ma question est la suivante, qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Qu'est-ce qui t'a poussé d'une part à créer cette entreprise et d'autre part qu'est-ce qui t'a donné l'idée à concevoir des structures réalisables à partir de palettes? Alors, il y a plusieurs questions. Ça. Je t'avais dit qu'on n'en a pas fini avec moi. D'accord. Donc pour répondre à la première question, effectivement, je ne viens pas du bâtiment. Bon, par contre, je ne suis pas tout jeune, j'ai beaucoup de cheveux blancs, j'ai même la barbe blanche. Ça, donc, on coupera. Donc du coup, j'ai été confronté en fait à faire des réalisations moi-même. Donc j'ai manipulé du béton, j'ai fait de la construction pour mes besoins propres. Et par rapport à l'idée, en fait, j'avais besoin de réaliser rapidement un abri. Et je voulais effectivement partir sur une solution écologique. Donc j'ai recherché ce qui pouvait exister en termes de construction autour de la palette. Et ma formation finale en gestion de l'innovation m'a poussé à rechercher sur la base des brevets. Et je n'ai pas trouvé de solution simple dans laquelle je pouvais me retrouver pour construire l'abri que je voulais faire. Donc du coup je l'ai imaginé, et une fois que je l'ai imaginé, il se trouve que j'ai poussé la démarche un cran plus loin, à dire est-ce que c'est brevetable? Ça l'était, et donc on s'est lancé effectivement dans la construction de cette entreprise pour valoriser les palettes. Bon très bien Jean-Claude, tu sais que je pourrais te poser encore 40 questions générales, mais je suis vraiment impatient d'en savoir plus sur le fonctionnement de ton concept. Donc si tu pouvais nous expliquer comment est-ce que tu fais pour assembler ces palettes entre elles pour justement avoir une structure qui tient la route et qui soit assez solide. Alors,
On est parti en fait sur une pièce de base qu'on va appeler Silcat. Cette pièce de base en fait va nous permettre de lier deux palettes entre elles. Donc elles vont être positionnées en fait tout simplement en lisse basse, en lisse haute et en lisse intermédiaire. Les petites astuces, bah, c'est simple, c'est que de cette même pièce, on va créer 4 pièces différentes. On va la couper en deux pour faire une demi-pièce pour le début du mur. On va la doubler pour faire une pièce double pour les jonctions et les lisses intermédiaires. Et on va, cette pièce qui est coupée en deux, enfin qui est doublée, on va la couper en deux, pareil, pour faire les lisses intermédiaires du haut. Donc l'assemblage, en fait, il est très très simple. L'idée, c'est de poser et de bâtir comme on bâtit avec des parpaings. Donc on va venir associer en fait ces palettes deux par deux, hop, hop. En faisant en sorte vraiment de croiser du coup pour avoir deux palettes voilà. Avec une même pièce, ouais, c'est pertinent. Donc, et donc on vient emboîter tout simplement, c'est comme un jeu de Lego, en fait comme on est en train de le faire présentement. Hop. Donc là j'imagine que tu vas là. Voilà, on va mettre la demi-pièce pour pouvoir fermer effectivement le mur et réenquiller en fait la palette par-dessus. Voilà. Et donc on va créer ensuite pour le dessus en fait une lisse haute qui est identique à celle du bas pour nous permettre effectivement d'avoir une ossature de mur en bois à partir de palettes recyclées. Donc en fait une pièce toute simple va réussir à former les assemblages entre les palettes. Voilà. Pour ceux qui se demandent, on a la pièce Silcat, voilà, c'est comme ça que vous l'appelez, à l'échelle 1. Donc finalement elle est constituée d'une borne, donc là c'est du CP, du contreplaqué, mais ça peut être fait en d'autres matériaux. On est en train de réfléchir effectivement sur des nouveaux matériaux. Et puis avec deux taquets qui viendront entre les plots de la palette. Voilà. Ni plus ni moins. D'accord, c'est ingénieux, c'est simple mais c'est ingénieux. Oui, alors on respecte le principe de Saint-Exupéry, comme on le disait tout à l'heure. Une chose n'est réellement aboutie, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. Donc on a retiré tout pour pouvoir rendre la chose la plus simple possible, la plus abordable possible, c'est-à-dire qu'intellectuellement, si vous essayez de positionner cette pièce sur une palette, ça ne marche pas. Donc elle va trouver sa place naturellement en jonction en fait, entre deux palettes. D'accord. Et oui, on a parlé aussi tout à l'heure, toi, ta démarche, c'est de faire un produit qui soit facile à monter, très rapide à monter. Donc je suis en train d'empiéter sur une question suivante, donc je peux enchaîner directement. Est-ce que voilà, tu peux nous donner les avantages de fabriquer une ossature en palette, selon ton concept, par rapport à une structure ossature bois ordinaire, voilà, que ce soit poteau-poutre ou mur ossature? Alors, mur ossature, c'est clair, on va travailler mètre carré par mètre carré, c'est-à-dire que un bon maçon, il va vous faire 10 mètres carrés dans la journée en fait, de maçonnerie. Là, avec ce dispositif-là, on est capable de faire 120 mètres carrés de mur dans la journée. 120 mètres carrés de mur à la journée. On va 12 fois plus vite en fait, parce que c'est juste de l'emboîtement. Après, la palette, elle dispose de plein d'avantages, en fait, comme tu le sais, c'est que dans sa structure, on va pouvoir passer des lisses à tous les niveaux pour pouvoir éventuellement créer des ouvertures. Dans les avantages aussi, c'est qu'elle fait 145 d'épaisseur, donc beaucoup plus épaisse en fait qu'une ossature bois, ce qui fait qu'une fois qu'on va la bourrer d'isolant, on va avoir des meilleurs rendements. On verra par la suite une vidéo où on prendra en photo la coupe du mur pour justement voir les différentes couches. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Oui. Non, pas de souci. Et donc le troisième avantage, c'est qu'effectivement on est sur un élément préfabriqué qui est déjà industrialisé, donc on va beaucoup plus vite et on n'a pas de souci d'approvisionnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui les pales parlent de 500 millions de palettes en circulation dans le monde. Donc 500 millions de palettes, je pense que le chiffre est pas exagéré, il est même amoindri, parce que normalement en fait, les palettes devraient être retirées de la fabrication tous les 8 ans pour permettre d'assurer le cadencement de la production en fait en palettes. Donc toi tu t'approvisionnes chez des fabricants de palettes du coup? Alors soit chez des fabricants de palettes, j'ai un partenaire privilégié qui s'appelle PGS qui est le premier fabricant français. Maintenant après chez des recycleurs locaux, parce que l'idée aussi c'est de dire on n'emmène pas des palettes à partir de Toulouse sur un chantier de Lille. Local, voilà, le coût carbone en fait, si on veut rester dans le green,
c'est de dire on fait un approvisionnement local à chaque fois. Ok. Tu utilises aussi, tu me disais, uniquement des palettes épales, puisqu'elles sont standards. Ouais, les dimensions sont standardisées, donc c'est du 80 en large par 120. Par 120 et par 145 d'épaisseur. Ce qui te permet d'avoir une seule pièce de liaison, parce que si tu t'embêtais à travailler avec plein de types de palettes différentes, t'aurais eu plus de mal. Alors, en fonction des marchés, on sera amené à redévelopper en fait le dispositif, sachant que le brevet ne porte pas sur la pièce en elle-même, mais sur le dispositif constructif, c'est-à-dire la façon de les assembler. Contrairement, j'irais aux 4 autres brevets qui existent, où les murs sont fabriqués à plat et puis avec un engin de levage, on les redresse. Là, on va fabriquer les murs, en fait, au fur et à mesure, comme un maçon le fait, sans engin de levage. Donc, un avantage de plus finalement. Voilà. Tu pourrais faire un levage, tu pourrais monter une structure en étant tout seul. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est ce qu'on a prouvé en fait sur le film Rescousse qui a été le premier montage, où dans la journée, on a réalisé un abri de 25 mètres carrés, ou c'est pas on, mais j'ai réalisé effectivement un abri de 25 mètres carrés dans la journée, donc démarrage 9h15, fin 17h15, démontage jusqu'à 22h. D'accord, voilà. Et donc ça, vraiment encore une fois, sans moyen de levage. Sans moyen de levage, une petite échelle, et puis effectivement le plus lourd produit dans tout l'ensemble, c'était de la palette qui pèse 25 kg. D'accord, donc il faut quand même être un minimum robuste pour la porter. Oui. 25 kg, on n'est pas au sac de ciment. Non, bien sûr. Et puis c'est surtout la mise en œuvre qui est beaucoup plus simplifiée quoi, par rapport à... Pas besoin de sortir la truelle. Voilà, tout à fait, il n'y a pas besoin de doser, en fait tout c'est de l'emboîtement, c'est du Lego, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde, et c'est une des idées qui concourt en fait à la création de Sofrinov, c'est de dire il faut remettre les choses à leur place, il faut simplifier les choses. Alors tu nous as parlé un petit peu des avantages. Qu'est-ce qu'il en est des inconvénients maintenant, puisque chaque chose a des inconvénients bien sûr. Alors, un des inconvénients majeurs en fait aujourd'hui, c'est que la palette est vue comme un produit bas de gamme, low cost, alors que c'est un produit technique qui a fait l'objet d'énormément d'études, et on est sur un produit qui est très très résistant. Bon, le bois, sans te faire l'article, c'est un produit qui aux États-Unis et au Canada est largement utilisé dans la construction. En France, on a perdu en fait cette connaissance du bois, et on redevient en fait, lorsqu'on veut quelque chose en bois, c'est les bobos, et donc c'est forcément très cher. Là, on a un produit qui est économiquement et très intéressant. On a un produit qui a fait qui a fait ses preuves, et par rapport effectivement à cette vision que les gens peuvent avoir sur la palette c'est le truc du sans-abri, ou c'est le truc qu'on brûle lors des manifestations, c'est aussi... Tu es en train d'oublier quand même 40 000 bricoleurs, c'est aussi une ressource très intéressante. Oui effectivement, mais je n'oublie pas les bricoleurs, parce que quelque part le premier marché en fait que nous on va cibler, c'est les autoconstructeurs. C'est leur dire voilà, vous avez la capacité de monter une ossature bois très très rapidement, vous avez la capacité de faire vous-même effectivement votre extension de maison, etc. En y apportant l'isolation que vous souhaitez, il y en a déjà 14 cm de possible, le meilleur isolant pouvant être l'air, c'est-à-dire qu'on peut se contenter en fait d'une palette vide d'air. Bon, pour le déphasage thermique ça va pas être génial, c'est sûr. Mais ce produit aujourd'hui il est pas forcément vu sous le bon angle. Et après, c'est un inconvénient, mais finalement ce n'est pas vraiment un inconvénient, puisque on en parlait, tu peux très bien cacher la palette en elle-même. Ah, de toute manière, on la verra pas au final. Voilà. Alors, quand on voit effectivement un mur qui est bardé, peu importe. Vous avez une photo en arrière-plan. Voilà. Une fois que le bardage est posé, en fait, on ne sait pas ce qui tient en fait l'ossature. Donc, c'est de la palette, c'est du bois. On a été à un salon qui s'appelle le SETT, qui est le salon du tourisme à Montpellier, où on s'est retrouvé à faire un flop total en fait avec notre produit, parce que les gens pensaient que c'était un container. Là où on a eu le plus de succès, c'est quand on l'a monté et quand on l'a démonté, tout le monde s'arrêtait en regardant, en disant waouh, c'est génial, c'est ingénieux, etc. Mais en fait, ceux qui montaient et qui démontaient, c'était pas pendant la période du salon. Donc en fait, ça n'a pas été un super succès ce salon, parce que les gens ne voyaient pas effectivement la structure palette. C'est vrai que nous, si on passe devant un abri dans la rue, lorsque tout est terminé, que le bardage intérieur et puis le revêtement, bardage extérieur et le revêtement intérieur est mis en place, on peut ne pas savoir que c'est des palettes. Voilà. Ça change rien par rapport à une ossature ordinaire. Voilà, et c'est ce qui a fait qu'on s'est loupé en fait sur ce premier salon. On en a fait un deuxième où là on avait carrément laissé la structure complètement nue en palette pour faire voir que c'était de la palette. Alors Jean-Claude, tu me disais il y a exactement 30 secondes
qu'un de tes objectifs, ça allait être de vendre tes pièces, donc qu'on appelle Silcat, pour qu'il y ait des gens comme vous, comme moi, qui puissent fabriquer nos propres abris avec des palettes qu'on aura soit achetées, soit récupérées. Quels sont les autres services que tu proposes? Déjà, parle-nous un petit peu de cet objectif et les autres services que Sofrina vous propose. Alors, Silcat, en fait, on a segmenté notre marché en 3 marques. Une marque donc dédiée effectivement autoconstruction ou entreprise générale de bâtiment, donc où on va vendre juste la pièce. Donc la pièce Silcat, donc on va déterminer en fonction de la taille du bâtiment le nombre de pièces qu'il faut fournir et on vend effectivement des palettes de Silcat pour que les gens puissent assembler eux-mêmes leur construction. En termes de prix, tu pourrais nous donner une idée ou c'est pas encore mis au point? Si les prix sont mis au point, mais en fait comme c'est des prix par quantité, c'est pas facile de te donner un prix comme ça de but en blanc. Ça c'est le premier marché, effectivement Silcat. Le deuxième, et pour faire voir en fait que ça fonctionne, que la construction est solide, on a pris en fait une marque qui s'appelle Housewood, Housewood, mais bon, à la française, Housewood à la française. Donc là, on adresse le marché du HLL, donc habitat léger de loisirs. C'est les campings, c'est toutes les petites constructions jusqu'à 35 mètres carrés. Donc là, encore une fois, n'importe quelle personne, n'importe quel particulier pourra venir vers toi avec un projet de construction d'un petit abri, que ce soit un garage ou un petit camping, et toi, tu pourras lui réaliser l'abri en question. Voilà. Donc nous, en fait, on a dessiné des modèles types, en fait, qui vont être une chambre à coucher, qui vont être une salle polyvalente, qui vont être un dortoir, la salle polyvalente qui est là. Donc c'est des modules qui sont tout packagés, c'est-à-dire c'est un kit. On va recevoir les fenêtres, les porte-fenêtres, le bardage, on va recevoir les palettes, on va recevoir les éléments de liaison et un petit tutoriel en fait pour permettre aux gens de réaliser eux-mêmes l'assemblage. Et donc là on vend un package complet en kit. Éventuellement, on file un coup de main, une formation en fait, initiale pour démarrer la structure et pour donner les points particuliers. On fait un suivi par téléphone en fait, des gens qui montent pour pouvoir s'assurer qu'effectivement ça soit bien monté. D'accord, donc ça reprend vraiment le concept d'une maison en kit, sauf que là on travaille avec des palettes. Voilà, tout à fait. Okay. Donc ça c'est la deuxième ligne, c'est-à-dire bon, je te parlais de Silcat, je te parlais de Housewood. La troisième ligne elle s'appelle Rescouze. Jamais 302, enfin, vous m'avez compris. Donc Rescouze, là pareil, hein, le mauvais jeu de mots français, Rescue House. Rescouze, c'est une des idées aussi originales, c'est d'essayer de promouvoir l'utilisation de la palette dans le domaine humanitaire et de faire des constructions rapides où on ne va pas mettre le poisson dans l'assiette du réfugié, on ne va pas lui apprendre à pêcher, mais on va lui apprendre à fabriquer la canne à pêche. C'est-à-dire que toute la valeur revient aux gens qui en ont besoin. Donc créer de l'activité pour que les gens, plutôt que d'être sous tente, ils soient sous des abris rigides et solides, qu'ils aient un retour à la dignité parce que c'est eux-mêmes qui le font. Et puis qu'ils aient effectivement cet espace de vie privée, parce que sous tente il n'y en a pas. Donc Rescouze, c'est un grand projet humanitaire en fait, que l'on mène avec différentes associations, le Secours Populaire Français, qu'on mène également avec THF, The Heart Foundation, qui va nous amener en Haïti à la fin du mois pour réaliser un village d'enfants. C'est vrai que je le remercie d'autant plus parce qu'il est partout, il est overbooké. Tu me disais que dans 2 semaines tu partais à Tahiti faire un montage. Haïti, pardon. Oui, je pourrais préférer je Haïti. Confonds tout. Bon, ça sera une expérience enrichissante. Oui, tout à fait. Et tu me disais aussi que tu travaillais, que tu étais en cours de procédure pour peut-être essayer de voir si l'ONU pouvait utiliser tes modèles d'abri, c'est ça? Alors tout à fait. En fait, Dimitri, quand on a démarré l'activité, on a reçu le Grand Prix de l'innovation de la région Occitanie donc en 2016. Et donc en 2016, ce Grand Prix nous a permis de partir à Dubaï pour le salon de l'humanitaire. Je sais que ça peut paraître bizarre, Dubaï pour le salon de l'humanitaire. C'est un peu un oxymore comme ça. Mais... Complètement. Et du coup, lors de ce salon, on a fait une présentation aux Nations Unies qui nous a demandé de mettre en place un bungalow, en fait un abri, sur la base de Brindisi pour le tester, l'évaluer. Donc ça fait 2 ans qu'il est installé là-bas. Le processus de qualification des Nations Unies, c'est 3 années, donc on attend encore l'année prochaine. Bon, bien entendu, l'abri tient toujours. Et donc on espère pouvoir répondre au marché effectivement des Nations Unies à partir de l'année prochaine. Quels sont les différents projets que tu as pu réaliser? Voilà, le type d'abri, le type de mètres carrés, et également le prix, parce que je suis certain que vous allez être beaucoup à me demander la gamme de budget et de prix que tu fais. D'accord. Donc sur les réalisations, je te parlais des Nations Unies. Pour les Nations Unies, en fait, on est rendu sur un prix qui est de l'ordre de 150 € du mètre carré. 150 € du mètre carré. Voilà, réalisation effectivement à Brindisi. Et ensuite, on a été développé en fait un hangar
un hangar qui fait 330 mètres carrés. L'idée c'était de faire voir aussi que la palette ne pouvait pas se limiter à juste des petits modules. Donc ce hangar de 330 mètres carrés. C'est la photo, le hangar que c'est la photo que tu m'as envoyée, c'est ça? Je la mettrai sur la vidéo. Et il faut peut-être que tu expliques aux gens, parce que moi ça a été une de mes questions quand tu m'as envoyé la photo. À quoi ça sert d'avoir un hangar dans un hangar? Alors donc c'est l'entreprise Touton à Bordeaux qui est un importateur de vanille et de cacao qui souhaitait effectivement segmenter son hangar et mettre les produits, je dirais, à l'abri parce qu'il y avait une possibilité en fait de mélange de saveurs. Donc ils nous ont demandé de réaliser, du moins ils cherchaient à réaliser un aménagement intérieur leur permettant effectivement de séparer les produits. Et donc ils nous ont, ils ont consulté un certain nombre d'entreprises. Nous avons répondu donc sur un prix au mètre carré qui a priori était imbattable. Donc dans les 150 € du mètre carré. Et surtout dans une réalisation qui a été très rapide. On l'avait imaginé en 10 jours, on a mis 12 jours à 2 personnes pour réaliser ces 330 mètres carrés de hangar. Et combien d'étages de palettes? Là, on est sur 4 étages de palettes. 4 étages de palettes, ouais. D'accord. On y reviendra par la suite, je te laisse finir un petit listing de tes différents projets. Alors après, on a bien engagé en fait, les démarches vis-à-vis des campings et de l'hôtellerie légère de loisirs. Donc là, on a réalisé des snacks, on a réalisé des chalets, un petit peu partout en France, plutôt sud aujourd'hui principalement. Pour des entreprises, on a réalisé une salle de réunion, des salles de réunion, pardon. Ensuite, en fait, on est capable de faire un petit peu à façon. Donc, on a fait pas mal de chiffrage en fait pour des produits qui seraient plutôt des extensions de maison. Là, on est en train de finaliser une extension de 60 mètres carrés d'une maison. Et de faire un bungalow d'accueil également pour un nouveau camping. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, vous faites tout. Vous faites à la fois du sur-mesure et à la fois vous proposez des bâtiments qui sont préconçus, entre guillemets. Voilà. Et si je comprends bien, vous êtes de manière générale sur une base de 150 € le mètre carré. Alors, 150 € le mètre carré, oui, pour la partie hangar, la partie garage, la partie abri d'urgence. Sur ces produits-là, on va être plutôt aux alentours des 650 € du mètre carré. Donc là, parce que là, plus importante, voilà, il y a de l'isolant, il y a plus de travail, il y a plus de fourniture. Super, tu me parles d'isolant, c'est ce qu'on va faire. On va se diriger vers la coupe ici qu'on peut voir, qui va nous expliquer les différents matériaux. D'accord, ok. Donc la structure d'un mur, comme vous le voyez ici, c'est avant tout une palette. Cette palette, on va pouvoir utiliser tout l'espace disponible pour pouvoir, là, ici, mettre de la ouate de cellulose, mais on pourrait imaginer mettre tout type de matériaux bio-géosourcés qui seraient isolants. Nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui sur l'utilisation de la balle de riz. Ici, vous voyez, en fait, si on va reprendre la coupe, en fait, tout simplement, partant de l'intérieur, on utilise en fait un OSB qui a deux fonctions, la fonction contreventement et la fonction par vapeur. Derrière, effectivement, une isolation à l'intérieur de l'ossature de la palette. Après la palette, là aujourd'hui, on est sur une laine de bois qui apporte aussi l'aspect par pluie, un tassetage et un bardage. Bardage qui peut être bardage en panneau, bardage en clin, en fait tout type de bardage pour effectivement finir sur un mur qui est sur une épaisseur de plus de 20 cm. On pourrait imaginer plus, sachant que ces laines de bois, en fait, ce travail de 35 mm qui est présenté ici, jusqu'à 140 mm. Bon, merci pour cette petite présentation de la coupe d'un mur. Une question qui me vient à l'esprit va être la suivante. Qu'est-ce qu'il en est à propos des assurances? Puisque c'est vrai que c'est un petit peu anodin, la fabrication de structures, d'ossature à partir de palettes. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était. Est-ce que tu respectes le DTU? Est-ce que tu as la décennale? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ce côté-là? D'accord. Donc, DTU à respecter, il n'y a pas de DTU sur la construction de palettes. On travaille en fait à pousser le CSTB effectivement à reconnaître la palette comme étant un parpaing de bois et silicate son ciment. Maintenant, par rapport à un DTU classique, si tu veux, quand on parle par pluie, par vapeur, etc. Nous, ce qu'on va essayer, c'est d'optimiser les choses, c'est-à-dire que l'OSB pouvant jouer le rôle de pare-vapeur, pas mettre de pare-vapeur, la laine de bois ayant en fait la fonction de pare-pluie, pas utiliser de pare-pluie. Donc toujours simplifier, toujours retirer en fait les choses qui ne seront pas utiles entre guillemets. Au niveau assurantiel, pour les autoconstructeurs, ils le savent bien, en fait, ils sont dans un contexte où c'est eux-mêmes qui vont être leur propre assureur. Nous, quand on vend nos pièces, ce que l'on apporte, c'est une garantie de 5 ans. Et effectivement, on ne peut pas apporter de décennale, c'est l'entreprise qui réaliserait la construction qui apporterait la décennale.
avec toujours la problématique de, compte tenu de l'absence de DTU, pas de possibilité de décennale. D'accord, je vois. Mais maintenant, toi, ton expérience terrain, elle fait que tu as déjà réalisé plusieurs abris et que pour l'instant tout tient. Touchons du bois. C'est pas ce qui manque ici. C'est pas ce qui manque ici. Non, on touche du bois, mais en fait, il n'y a pas besoin de toucher du bois, c'est clair. En fait, on est sur des structures qui sont très solides. Il y a beaucoup plus de bois que dans une maison à ossature bois. Il y a vraiment des bonnes descentes de charge et on prend zéro risque. D'accord. Parce qu'on ne peut pas se le permettre. Parce que c'est vrai qu'une de mes questions aussi quand j'ai entendu parler de ce concept, c'était dans ma tête, la palette à les déverser. Un mur sur 3 à 4 étages, je sais pas, c'est une question intéressante également, combien d'étages tu peux faire au maximum, s'il y a des calculs qui ont été faits à ce niveau-là, mais j'ai eu peur tout de suite que le mur déverse. Mais finalement, en fait, c'est comme dans toute ossature bois, ce qui va vraiment contreventer le tout, c'est les panneaux en OSB. Une palette sans panneau en USB, pardon, j'arrive plus à parler, et ben le mur ne tiendra pas. Effectivement, tu as complètement raison Dimitri. Aujourd'hui, nous on est sur des hauteurs en fait de 4 palettes en standard. Maintenant, si on veut aller plus loin, on en a la capacité. Et à ce moment-là, on va utiliser un deuxième dispositif qui est un dispositif en fait écarteur de palette. Je peux le prendre? Avec plaisir. Donc, pour faire simple et court, vous avez vu un simple mur. On peut doubler en fait l'épaisseur du mur par un écarteur qui va générer en fait 45 cm d'épaisseur de mur. Cette épaisseur de mur elle peut être comblée en pisé par exemple sur les marchés africains, donc de la terre avec de la paille, et ça va être retenu effectivement par la palette. Ça va être un super isolant, hein, ils vont fabriquer des frigos comme ça. Ensuite, sur ce type de structure, aujourd'hui, on pourrait imaginer effectivement de mettre de la paille, de mettre du chanvre ou de la ouate de cellulose ou tout type de produit isolant. Et là, on sait qu'on peut monter effectivement sur des structures beaucoup plus hautes. En l'occurrence, on double la hauteur. Donc finalement, tout simplement faire une double épaisseur de mur. Une double épaisseur de mur. On avait même imaginé en fait un dispositif qui est présenté ici, en fait, qui est de les doubler dans ce sens-là, c'est-à-dire dos à dos, en gardant en fait juste la partie extérieure pour y positionner l'isolant, et la partie intérieure pour passer les réseaux. Et réciproquement, tu peux aussi passer les réseaux dans le plancher. Oui. On en parlait, Oui, parce qu'on va utiliser en fait un double litonnage en fait de palettes, et qui va nous permettre, avant de fermer le plancher réellement, donc de poser l'isolant, mais avant de poser l'isolant, de tirer tous les faisceaux et d'avoir effectivement le câblage qui est réalisé. Alors, vu qu'on est dans des questions un petit peu plus techniques qui relèvent du bâtiment et de la charpente, j'enchaîne sur mes prochaines questions. Qu'est-ce qu'il en est à propos des ouvertures, des trémies? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens rajouter un linteau, un asseoir? Je sais pas. Alors, tout dépend effectivement de la charge qu'il va y avoir au-dessus. En fait, la structure de la palette va nous permettre effectivement de mettre des linteaux à tous les niveaux, c'est-à-dire d'ouvrir en dessous. L'expérience montre aujourd'hui que ces linteaux ne sont pas forcément nécessaires. Sur des ouvertures jusqu'à 120 de large, on n'a pas besoin effectivement de mettre linteaux. Quand on dépasse, ce qu'on a pu faire sur le hangar, où là on a des ouvertures en fait, de 2,40 m et 3,60 m, là effectivement on va profiter de la structure de la palette pour passer un linteau tout au-dessus de la porte, donc qui va venir prendre des appuis sur toute la longueur et apporter effectivement plus de rigidité. Ces linteaux ou ces poutres, après, on travaille principalement avec de la poutre en I à âme OSB, de chez Svelit ou autre. Donc là c'est pour ce qui est du solivage. Oui. Et même sur la partie en fait linteau, on peut utiliser ce produit qui a de très très bonnes capacités et des très très bonnes qualités. Il m'a fait le test tout à l'heure, il a marché sur cette petite section, c'est vrai que j'étais impressionné. Pas pour dire que t'es bien volumineux, hein, je te remercie. Bien sûr, c'est totalement ironique. Donc ouais, c'est vrai que c'est vraiment un IPN, sauf que c'est en bois. Voilà, c'est un IPN en principe. Et c'est ingénieux également. Donc tu me disais, pas besoin de linteau. Pas nécessairement, tout mais dépend effectivement de l'ouverture. Et si tu veux en rajouter, tu as juste à les poser sur les plots et sur la semelle. Tout à fait, et de lier effectivement plusieurs palettes entre elles pour pouvoir avoir une continuité, en fait, façon lisse haute ou lisse basse. Très bien, et du coup maintenant, lorsque tu as fait ton solivage, tu peux de la même façon venir l'encastrer, venir le poser sur les plots et les semelles, encore une fois. Et dessus, en termes de charpente, quelles sont les options? Aujourd'hui, on est beaucoup dans le contemporain, donc on est plus dans le toit plat avec acroterre. Toit plat qui peut être entre guillemets végétalisé, hein, donc on a la capacité de fermer complètement la structure. Aujourd'hui, nous, pour des questions tout simplement de coût,
pour éviter d'avoir des membranes très chères en fait sur le dessus. On va toujours utiliser un dégueuloir, c'est-à-dire que tu as trois acrotères sur les 3 côtés, et puis en fait l'eau dégueule sur le final. Un petit tank finalement. Ouais. Voilà, mais après on peut poser en fait de la fermette dessus, et on peut barder avec un bardage canadien, ou on peut barder avec des tuiles des tuiles type bac acier, etc. D'accord, donc finalement les options sont multiples. Oui, tout comme pour la liaison sol et la liaison toiture, en fait, on va pouvoir s'ouvrir sur le champ des possibles et des matériaux qui existent déjà dans le domaine du bâtiment, sans aller chercher midi à 14 h. Très bien, tu me parles de fermettes, si ça ne gêne pas, on va aller faire un petit tour dans ton abri d'exposition, puisque tu n'as justement pas mis de toit pour qu'on puisse voir ces fameuses fermettes. D'accord. Allez. Bien, Dimitri, oui, comme tu le disais, on peut avoir sur ce module de démonstration quelques exemples, entre autres la possibilité de poser un toit en fermette, d'avoir effectivement un toit plat, mais surtout en fait de faire voir qu'une fois que les murs sont terminés, personne ne saurait que c'est de la palette. Donc on a laissé volontairement en fait ouvert la partie palette pour faire voir qu'effectivement l'ossature c'est bien une structure palette. Derrière, ouvrir la porte, c'est un coup de tronçonneuse à droite, un coup de tronçonneuse à gauche. On peut mettre un linteau par-dessus si on a quelques craintes, mais voilà pour la simplicité en fait d'exécution. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que depuis le début de cette petite interview, je me rends compte que tu me parles beaucoup de recyclage, de projets humanitaires, et en fait on peut voir que ton entreprise elle est aussi beaucoup orientée dans tout ce qui est social. C'est un enjeu pour toi, tu veux pouvoir amener l'entreprise le plus loin possible, en termes financiers bien sûr, mais également tu veux garder en tête le côté social. Oui, alors la responsabilité sociale de l'entreprise, entre guillemets, enfin ce que tout le monde affiche haut et fort, c'est la volonté du dirigeant. Et c'est vrai que nous, très tôt, on est parti en se disant on fait un truc dans le recyclage, on fait un truc dans l'écologie, est-ce qu'on peut faire aussi quelque chose dans le social? Et ça nous a amené à travailler avec des ateliers protégés, des ateliers d'handicapés, en fait, pour fabriquer les pièces, également avec des prisonniers, et de travailler avec des chantiers d'insertion. Une belle réussite en fait à Gap, où on a 5 chalets qui ont été bâtis par le chantier d'insertion qui s'appelle Le Gabion. Donc dans l'équipe, il y a un Afghan, il y a quelqu'un qui sort de prison, il y a etc. Et tous ces gens-là, en fait, pilotés par un formateur que nous avions formé, ont réalisé des chalets sur un camping qui s'appelle le camping du Petit Liu. C'est super, j'adore ça. Comme quoi une entreprise peut se porter très bien en termes financiers tout en gardant ce côté social que j'aime beaucoup. Et tu me disais ça tout à l'heure, que la pièce présentée ici même a été fabriquée dans un pénitencier, c'est bien ça? Tout à fait, au pénitencier de Saint-Sulpice. C'est vrai que, vu que le système est relativement simple de base, c'est facile, c'est possible en tout cas de montrer à des gens qui ne sont pas forcément qualifiés au départ, leur apprendre à fabriquer justement ce type de pièces. Oui. Alors Jean-Claude, l'interview va bientôt se terminer. J'ai quand même une dernière question à te poser. Comment est-ce que tu vois ton entreprise l'année prochaine, dans 5 ans, et quels sont tes plans, si tu as des perspectives qui sont à venir, des nouveaux projets? Alors, perspective, c'est toujours délicat de parler effectivement d'une vision à très 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 long terme. Le court terme pour nous aujourd'hui, ça va se traduire par une prochaine levée de fonds, en fait, pour nous aider en fait au développement de la société. On a des perspectives qui sont très intéressantes dans le domaine de l'hôtellerie légère de loisirs et du camping. Ça c'est clair. On arrive avec un produit qui les intéresse, qui apporte beaucoup de confort, que ce soit au niveau thermique, que ce soit au niveau acoustique. Donc on est dans un petit cocon et bien entendu au niveau écologique, et Dieu sait si les gens aujourd'hui sont concernés par la préservation de la planète, donc là on va répondre. Donc les marchés effectivement après de l'autoconstruction et le marché, voire de la grande surface de bricolage pour mettre à disposition en fait les produits, et à une perspective effectivement plus lointaine, d'autres projets, d'autres brevets, toujours dans ces domaines et toujours dans l'esprit de simplification de la technique. Uniquement en France, ou tu comptes peut-être aller à l'étranger? Aujourd'hui notre positionnement en fait du brevet, il est sur l'Europe et l'Afrique. Donc l'Afrique pour ses besoins de construction rapides et des besoins qui sont effectivement simples, sans moyens. C'est vrai que ce serait un marché intéressant à toucher également. Voilà, et donc en dehors de cela, quelques actions humanitaires au passage. Bon en tout cas Jean-Claude, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps.
Tu peux peut-être leur dire où est-ce qu'on peut te contacter s'ils ont besoin de fabriquer un abri, ou s'ils sont intéressés. Donc pour nous contacter, en fait, vous avez plusieurs sites web. Vous en avez un qui s'appelle www.rescooz.com. Donc ça, c'est la partie humanitaire, si vous avez des actions caritatives à mener. La partie bungalow de loisirs, particulier ou entreprise, se retrouve sous le www.oozwood.com. Sur la partie pièces Silcat Autoconstruction, vous verrez le site www.silcat.com. Je mettrai tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Et puis vous avez une chaîne YouTube qui ne peut pas te faire de concurrence, bien entendu, bien sûr que sur lequel vous verrez quelques réalisations et quelques montages, effectivement. Vous pouvez bien entendu nous appeler au 05 34 32 02 88. Tout ça sera dans la description. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ma part, j'ai trouvé le concept super intéressant. Et puis, quant à nous, je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet bricolage. Ce sera sûrement pas un abri de ce type, mais on essaiera quand même de faire quelque chose de sympa. Allez, sur ce, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.